Avons-nous le devoir de dire la vérité, de dire ce que nous voyons et pensons vraiment, au risque d'encourir les foudres du politiquement correct, d'être jugés par l'esprit conformiste du temps et même de subir l'ostracisme? Après tout, ne vaut-il pas mieux garder nos opinions secrètes, pour nous-mêmes, si nous estimons que les exposer à haute voix peut nous attirer quelques ennuis? Ou bien ces peurs que nous ressentons tous, ne sont-elles pas des barrières intérieures que nous nous imposons à nous-mêmes? C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Alexandre Solzhenitsyn, pour qui la libération et l'indépendance spirituelle ne peuvent être atteintes que par un refus de participer personnellement au mensonge. Oser vivre en accord avec ses idées et ses principes est devenu chose bien difficile aujourd'hui, tant la peur de la censure, du politiquement correct et du qu'en dira-t-on est générale. Par ces temps de mensonges endémiques, la référence à George Orwell et à sa critique de la novlangue vient d'ailleurs très rapidement à l'esprit. Mais il ne fut pourtant pas le seul intellectuel à dénoncer les mécanismes mensongers des systèmes totalitaires, et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un véritable géant du XXe siècle, à savoir Alexandre Solzhenitsyn, et d'une de ses leçons de vie. Solzhenitsyn ne s'est en effet pas contenté de décrire et de dénoncer intellectuellement le système totalitaire dans lequel il vivait, le système communiste en l'occurrence, mais fut même un réel dissident et un combattant de la vérité qui osa braver les persécutions pour la défense de ses idées. Ainsi, selon moi, la lecture de Solzhenitsyn n'est pas une lecture anodine. Elle constitue un appel, une sommation à ne pas se soumettre et à combattre le mensonge. Par mensonge, je ne pense pas ici aux questions philosophiques, très intéressantes d'ailleurs, du droit ou non de mentir par omission et telles qu'elles furent débattues par des auteurs comme Saint-Augustin, Emmanuel Kant ou Benjamin Constant. Non, je parle ici du mensonge idéologique, du mensonge qui s'empare de toute une société et qui empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Le mensonge, tel qu'il fut combattu par Alexandre Solzhenitsyn donc, ressemble en fait au mensonge que Nietzsche définit ainsi. J'appelle mensonge ne point vouloir voir certaines choses que l'on voit, ne point vouloir voir quelque chose comme on le voit. Il importe peu si, oui ou non, le mensonge a eu lieu devant des témoins. Le mensonge le plus fréquent est celui qu'on se fait à soi-même. Mentir aux autres n'est relativement qu'une exception. Mais ne point vouloir voir ce qu'on voit, ne point vouloir voir comme on voit, ceci est condition première pour tous ceux qui sont partis dans n'importe quel sens. Parti est à entendre ici comme appartenant à un parti, à une chapelle idéologique, dit Partei sind dans le texte original en allemand. Contrairement aux auteurs dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, Alexandre Solzhenitsyn n'est pas un philosophe, ni un penseur à proprement parler. Il s'agit bien plutôt d'un écrivain, et pas de n'importe quel genre d'écrivain, d'un écrivain majeur de la littérature russe. En effet, si Solzhenitsyn est reconnu, c'est d'abord et avant tout, et c'est bien normal, pour ses œuvres littéraires, comme par exemple Une journée d'Ivan Denisovitch, Le premier cercle, ou encore La Roue rouge, cette fresque littéraire immense d'environ 6000 pages qui entendait mettre en lumière les mécanismes ayant abouti à la révolution de 1917 et qui devait constituer, sur le plan littéraire, une sorte d'équivalent au livre Guerre et paix de Tolstoï au XXe siècle. Mais si Solzhenitsyn a acquis une renommée mondiale à une certaine époque, c'est en raison de son engagement contre le système soviétique. À ceux qui n'auraient jamais entendu parler de lui, je résumerai sa vie ainsi. Né en 1918, en pleine période révolutionnaire, à Kislovodsk, une ville russe du nord du Caucase, Alexandre Solzhenitsyn est issu d'un milieu modeste et suit des études de physique et de mathématiques à l'université. À l'époque, il épouse pleinement l'idéologie communiste, envers laquelle il n'éprouve aucune animosité particulière. C'est alors que la guerre éclate en Russie, en 1941, et il s'engage sur le front. En tant que soldat, il aura d'ailleurs une attitude héroïque,
ce qui lui vaudra d'être décoré de l'Ordre de guerre patriotique, une des plus hautes décorations soviétiques de l'époque. Néanmoins, ce qu'il verra sur le front de l'Est, en Prusse orientale notamment, les viols, les massacres, les expulsions et les destructions perpétrées par l'armée rouge, dont il est officier, le dégoûtent profondément. Pour lui, l'armée de Staline déshonore la Russie, et il décrira d'ailleurs ses sentiments d'horreur à la vue du comportement de nombreux soldats soviétiques envers les populations allemandes dans un recueil de poèmes intitulé Les Nuits prussiennes, Pruskie Noci. Mais les honneurs à son endroit seront de courte durée. Malgré son engagement, Solzhenitsyn sera arrêté en 1945 par les services de contre-espionnage pour avoir critiqué les compétences militaires de Staline dans sa correspondance privée, et pour avoir été, je cite, trop tendre avec l'ennemi. Il sera donc envoyé dans un goulag, un camp de travail pendant 8 ans. C'est là que naîtra véritablement sa prise de conscience des paradoxes et de la schizophrénie du système soviétique, dont il dénoncera le régime concentrationnaire dans son livre le plus connu, L'archipel du goulag. Mais ce n'est pas de cette œuvre monumentale dont je voudrais parler aujourd'hui. Non. Les idées de Solzhenitsyn que je voudrais présenter dans cette vidéo proviennent de 2 petits textes très courts chacun. Le déclin de courage, qui est le discours qu'il prononça à l'université de Harvard en 1978, et Vivre sans mentir, un petit article qu'il écrivit le jour où il fut condamné à l'exil en 1974 ou 1974. Je voudrais commencer par ce texte, Vivre sans mentir, dont le titre original russe de 4 syllabes sonne comme un ordre de bataille, Jitni Polji. Bien qu'écrit en 1974 dans le but de réveiller la population soviétique par un appel à la résistance intérieure, ce texte conserve toute sa valeur de combat pour un contexte différent, à savoir le nôtre. En effet, les phrases que Solzhenitsyn entendait autour de lui et contre lesquelles il réagissait sont étrangement familières à nos oreilles. Il me semble que nous les avons déjà tous entendues, et peut-être les avons nous-mêmes déjà prononcées. Par exemple, comment pourrions-nous bien nous y opposer? Nous sommes sans force, nous n'avons aucun pouvoir, etc. Comme l'écrit Solzhenitsyn pour décrire l'état d'esprit de cette société, nous sommes tous prêts à sacrifier nos principes, notre âme, tous les efforts de nos ancêtres, toutes les espérances de nos descendants, tout pourvu qu'on ne touche pas à notre chétive existence. Nous avons perdu toute fermeté, toute fierté, toute chaleur du cœur. Ce n'est même pas de la guerre que nous avons peur, non. Ce que nous craignons avant tout, c'est de nous écarter du troupeau et de faire les premiers pas du courage civique. Et comme on le serine intellectuellement pour justifier notre découragement, l'on insiste pour dire que tout est une affaire de milieu, que nous sommes déterminés par nos conditions sociales, qu'il n'y a rien à faire en somme, que nous n'y pouvons rien. Or, dit Solzhenitsyn, nous pouvons tout, au contraire, mais nous nous mentons à nous-mêmes pour nous tranquilliser. Ce n'est pas de leur faute à eux, comme nous nous le disons, pour nous dédouaner de toute responsabilité, mais c'est de notre faute, et de la nôtre uniquement. À cela, l'objection est facile, et vous pourriez la faire vous-même. Comment pourrions-nous donc agir alors? Nos bouches sont bâillonnées, on ne nous écoute pas, on ne nous demande pas notre avis. Comment les convaincre qu'ils ont tort alors? La seule chose à faire, n'est-ce pas d'attendre simplement, les bras croisés, que quelque chose arrive de soi-même? Et pourtant si, il y a quelque chose que nous pouvons faire, dit-il. Quelque chose qui semble mineur au premier abord, mais dont les conséquences pourraient être colossales. Refuser de participer au mensonge. De fait, aucun système, le plus brutal soit-il, ne peut perdurer éternellement sur la violence. Il doit forcément s'appuyer à un moment ou à un autre sur le consentement et l'accord tacite des citoyens. Voilà ce que dit Solzhenitsyn à cet égard qui mérite d'être cité fidèlement. Quand la violence fait irruption dans la vie paisible des hommes, son visage flamboie d'arrogance. Elle porte effrontément inscrit sur son drapeau, elle crie « Je suis la violence. Place, écartez-vous ou je vous écrase. » Mais la violence vieillit vite. Encore quelques années et elle perd son assurance. Et pour se maintenir, pour faire bonne figure, elle recherche obligatoirement l'alliance du mensonge. Car la violence ne peut s'abriter derrière rien d'autre que le mensonge, et le mensonge ne peut se maintenir que par la violence. Et ce n'est ni chaque jour, ni sur chaque épaule que la violence pose sa lourde patte. Elle n'exige de nous que notre obéissance au mensonge, que notre participation quotidienne au mensonge, et c'est tout ce qu'elle attend de ses loyaux sujets. Et c'est là justement que se trouve, négligé par nous, mais si simple,
si accessible, la clé de notre libération. Le refus de participer personnellement au mensonge. Qu'importe si le mensonge recouvre tout, s'il devient maître de tout, mais soyons intraitables au moins sur ce point, qu'il ne le devienne pas par moi. La seule chose qui permet au mensonge d'exister, en effet, c'est notre participation à celui-ci. Que tous les hommes, ou du moins une grande partie d'entre eux, lui tournent le dos, et le mensonge cesse d'exister. Et ainsi se perce une brèche dans le cercle imaginaire de notre inaction. Cela ne veut même pas dire qu'il faille aller sur la place publique pour proclamer à grands cris la vérité et dire tout haut ce que nous pensons tout bas. Non, nous ne sommes probablement pas capables d'une telle chose. Cela demande une force morale que nous n'avons plus. Orwell disait « En ces temps de tromperie universelle, dire la vérité devient un acte révolutionnaire. » Solzhenitsyn ne va même pas si loin. Ne pas mentir, ne pas propager le mensonge est déjà un acte révolutionnaire en soi. Si nous ne sommes pas capables de dire tout haut ce que nous pensons tout bas, refusons au moins de dire ce que nous ne pensons pas. Notre voix, écrit-il, ne soutenir en rien le mensonge. Nous sommes tous conscients de la frontière au-delà de laquelle commence le mensonge. Ne renforçons donc pas l'écaille de l'idéologie, et nous verrons rapidement le mensonge tomber de lui-même. Pour illustrer cette idée, je dirais que l'idéologie est à l'image du souverain dans ce fameux conte d'Andersen, Les habits neufs de l'empereur. Vous connaissez tous certainement cette histoire. Deux escrocs prétendent savoir tisser une étoffe que seules les personnes idiotes ne pourraient voir, et proposent au souverain, à l'empereur, de lui confectionner un habit à partir de cette étoffe. L'empereur, se laissant abuser par cette histoire, accepte le marché. Évidemment, quand les deux charlatans lui présentent les vêtements, le souverain ne peut les voir, et pour cause, ces vêtements n'existent pas. Mais ne voulant paraître idiot, il prétend les enfiler, et en admire la beauté. Ensuite, tous ses ministres et toute sa cour, ne voulant eux-mêmes paraître idiots, lui disent qu'il est magnifiquement vêtu. Et ainsi de suite, le roi se montre à tout le pays, et tout le pays admire la beauté de ses vêtements. Seul un petit garçon sort de la foule et ose dire la vérité, mais l'empereur est nu. Eh bien, pour en revenir à Solzhenitsyn, si nous ne sommes pas capables de dire que le roi est nu, refusons au moins de dire qu'il a de beaux vêtements. Ainsi, chacun d'entre nous est placé devant ce choix. Ou bien demeurer un serviteur conscient du mensonge, ou bien considérer que le moment est venu de se secouer et de devenir un homme honnête, digne d'être respecté par sa famille, ses amis et ses contemporains. Ainsi commence un véritable travail d'ascèse spirituelle et morale, car refuser le mensonge passe en effet par de nombreux exercices de purification intérieure et nécessite une véritable intransigeance. Solzhenitsyn donne d'ailleurs quelques exemples dans lesquels pourrait s'exercer notre volonté de rompre avec le mensonge. Par exemple, l'homme qui refuse le mensonge n'écrira plus, ni ne signera, ni ne publiera aucune phrase constituant selon lui une déformation de la vérité. Il ne prononcera aucune phrase de ce genre, que ce soit en privé ou en public, ni en tant que professeur ou éducateur, ni sur scène dans un rôle de théâtre. Il ne représentera, n'accompagnera, ne diffusera la moindre idée mensongère, la moindre désinformation qu'il aura distinguée, même d'un point de vue artistique. Il ne produira ni oralement ni par écrit aucune citation par désir de plaire, même pour réussir, s'il n'est pas entièrement d'accord avec la pensée citée, ou bien si elle n'est pas exactement ajustée à son propos. Il ne se laissera pas contraindre à aller à une manifestation ou à un meeting contre sa volonté. Il ne prendra aucune banderole s'il n'est entièrement d'accord avec le slogan qui figure sur elle. Il ne lèvera pas la main en faveur d'une motion à laquelle il ne se rallie pas sincèrement. Il ne votera pas pour une personne qu'il tient pour indigne ou douteuse. Il ne se laissera pas entraîner à une réunion où il peut s'attendre à voir discuter une question de façon déformée. Il quittera sur le champ toute salle de séance, de réunion, de cours, de spectacle, de cinéma, dès qu'il aura entendu un orateur y prononcer un mensonge, une ineptie idéologique ou des phrases de propagande. Il ne s'abonnera pas à un journal ou à une revue qui déforme l'information ou passe sous silence des faits essentiels. Évidemment, cette énumération ne recouvre pas tous les cas possibles, et certains points sont même assez difficiles à réaliser. Mais quiconque sera entré sur la voie de la purification n'aura aucun mal à discerner ensuite d'autres cas avec plus de clairvoyance. Oui, un tel refus de participer au mensonge peut rendre la vie difficile, car tout, jusqu'aux leçons enseignées à l'école, est truffé de mensonges. Mais si l'on veut être honnête,
il n'y a pas d'échappatoire. Si l'on veut être du côté de la vérité, il faut choisir une voie qui nous permette de la servir. L'alternative est celle-ci, soit l'indépendance spirituelle, soit de la servitude spirituelle. Mais ce texte et cette injonction ne valent-ils pas que pour la dictature communiste et l'URSS, demandera-t-on? Non, bien au contraire. Pour Solzhenitsyn, l'Occident connaît une perte de courage phénoménale. C'est pourquoi je ne pense pas trahir son esprit en disant que son texte de 1974 vaut tout autant pour nous, en Occident, au XXIe siècle. En effet, quand Solzhenitsyn fut condamné à quitter son pays à cause de la renommée grandissante de son œuvre et du mauvais effet que ça produisait en URSS, il fut d'abord accueilli par une bonne partie de l'intelligentsia occidentale qui entendait profiter et valoriser sa dénonciation du totalitarisme communiste. Néanmoins, après quelques années passées à l'Ouest, en France tout d'abord et aux États-Unis ensuite, et après avoir observé l'esprit et les mœurs de ses habitants, Solzhenitsyn clarifia sa position à l'égard de l'Occident dans un discours mémorable à l'université de Harvard en 1978. Alors que tout le monde s'attendait à le voir chanter les louanges d'un Occident démocratique et libéral par rapport à la dictature totalitaire, un peu à la manière d'Andrei Sakharov, un autre dissident soviétique, Solzhenitsyn décida plutôt de présenter quelques traits de l'Occident tel qu'il le voyait vraiment, sans aucune concession. Ainsi, sans retirer la moindre de ses critiques passées à l'encontre du communisme, Solzhenitsyn déclarait pourtant que l'Occident était atteint d'un cancer tout aussi dangereux et mortel, le déclin du courage. À force de s'engoncer dans une course effrénée pour le confort et les biens matériels, l'Occident aurait fini par perdre toute force vitale et morale. Pour des yeux venant de l'Est, dit Solzhenitsyn, ce déclin du courage, qui peut aller jusqu'à la disparition de toute trace de virilité, est visible dans toutes les couches de la société, et en particulier dans la couche des élites dominantes et des intellectuels les plus en vue. Or, demande-t-il à son public, faut-il rappeler que le déclin du courage a toujours été vu comme le signe avant-coureur de la fin? Un paradoxe le frappe d'ailleurs, c'est l'unanimisme de la presse et de la pensée dominante. Venant d'un pays où la presse était totalement unifiée et mise au service du parti unique, il s'attendait à découvrir dans l'Occident démocratique un véritable pluralisme. Or, c'est tout l'inverse. Si les journalistes et les intellectuels ne sont pas au service de l'État comme ils le sont à l'Est, on observe pourtant chez eux des sympathies allant en gros du même côté, c'est-à-dire vers les idées à la mode. Et la soi-disant liberté de la presse n'est pas la liberté des lecteurs, puisqu'aucune idée n'y est jamais présentée qui soit en contradiction avec celle de la presse. Ainsi, cet Occident qui ne connaît officiellement pas de censure opère pourtant une sélection pointilleuse en séparant les idées à la mode de celles qui ne le sont pas, faisant fi de tout critère de vérité. Sans qu'il y ait besoin d'user de la violence comme à l'Est, la plupart des gens et des penseurs en particulier se contentent de se conformer à des modèles standards et à des schémas de pensée toutes faites. Ainsi se développe un esprit grégaire où règne la médiocrité. À ce stade du discours, on pourrait se demander, mais alors où Solzhenitsyn veut-il en venir? Est-il un autre de ces penseurs déclinistes, comme on en voit fleurir depuis la fin du XIXe siècle, qui nous assure que tout est fini, que notre civilisation va s'effondrer et que rien ne peut être fait pour l'en empêcher? Absolument pas. Le ton du discours de Solzhenitsyn n'est d'ailleurs pas hostile, et c'est en ami qu'il s'adresse au pays qui l'a accueilli, croyant qu'un sursaut moral et spirituel est toujours possible. Sa propre vie de résistance individuelle et intérieure le prouve pour qu'il ne soit pas nécessaire de m'étendre là-dessus. Lui, le penseur qu'on a taxé de réactionnaire après le discours de Harvard, dénonçait en vérité le conservatisme de la société occidentale. Par conservatisme, il faut l'entendre au sens strict et littéral de qui veut conserver le statu quo. Pourvu que rien ne change, pense-t-on ici. Même si nous voyons que de nombreuses choses ne vont pas dans la société, surtout ne faisons pas de vagues et tout passera et s'arrangera de soi-même. Ce conservatisme, cette attitude psychologique qui consiste à tout laisser passer et à ne pas assumer ses idées, est une des conséquences de nos peurs et de nos découragements. À l'Est comme à l'Ouest, bien que sous des modalités différentes, l'état d'esprit est au sentiment d'impuissance. Les deux régimes sont également hostiles à l'homme et à son élévation. L'un était basé sur le mensonge, comme la défunte URSS, l'autre est basé sur l'illusion, l'Occident. Une illusion qui tend d'ailleurs à se transformer de plus en plus en un mensonge similaire. D'où la nécessité d'un sursaut et d'une résistance intellectuelle et morale. Le salut ne peut venir d'ailleurs que de nous-mêmes. Дело в том, что без Божьего дыхания, без совести оба
эти борющиеся режимы враждебны человеку. На самом деле и тот, и другой. Нельзя, ни при том, ни при другом добра не будет. Всюду и везде дело в совести и в морали, только ее действительно надо воспитывать в других и воспитывать в себе. Этим государственные деятели не заняты. Mais avant de conclure, je voudrais lever une équivoque possible. Si Solzhenitsyn critique l'Occident contemporain et sa poursuite sans fin des biens matériels, il ne condamne pas la modernité technique en elle-même. Les biens matériels ont du bon. Et la grande erreur du Moyen-Âge fut, selon lui, de ne s'être consacré qu'à l'esprit. Mais la période moderne, elle, à l'inverse, commet l'erreur contraire de n'accorder d'importance qu'au corps et au développement technique. C'est pourquoi il dit dans son fameux discours « Si l'on me demande si je veux proposer à mon pays, à titre de modèle, l'Occident tel qu'il est aujourd'hui, je devrais répondre avec franchise. Non, je ne puis recommander votre société comme idéal pour la transformation de la nôtre. Car si l'on assiste à l'Ouest à un affaiblissement du caractère en l'homme, on peut constater à l'Est, dit-il, du fait de la rigueur de la vie due au communisme, un affermissement du caractère en l'homme. Ainsi, si le libéralisme occidental signifierait certainement une amélioration dans de nombreux points, il signifierait également un pourrissement pire encore. Les âmes accablées par des dizaines d'années de communisme, de violence et d'arbitraire aspirent à quelque chose de plus chaud et de plus haut, dit Solzhenitsyn, que tout ce que peut proposer l'Occident avec ses publicités écœurantes et sa télévision abrutissante. L'époque actuelle ne peut se contenter des slogans et pensées creuses des penseurs des Lumières aujourd'hui dépassés. Ceux qui se contentent de revenir à ces formules toutes faites sont les véritables rétrogrades. Les enjeux de notre temps commandent bien plutôt de renouer avec l'ancien esprit spirituel de sacrifice qui fut celui du monde prémoderne, tout en dépassant ses apories, en le réconciliant avec l'ingéniosité technique de l'humanité. En posant ce constat, Solzhenitsyn était peut-être influencé par le beau livre Le Nouveau Moyen-Âge du philosophe Nicolas Berdeïev, un philosophe russe dont je parlerai probablement dans une vidéo ultérieure. Ainsi donc, et je terminerai là-dessus, Solzhenitsyn a tracé une voie de combat possible pour tous ceux qui ne veulent plus accepter le mensonge. Si cette voie est difficile, elle est pourtant la moins difficile des voies possibles. Un choix difficile pour le corps, peut-être, mais le seul choix possible pour l'âme. Et si cette voie est difficile, reconnaît-il, nous ne sommes pas seuls à l'emprunter. Il y a déjà des hommes et des femmes qui tiennent bon depuis des années et qui vivent selon la vérité. L'enjeu n'est donc pas d'emprunter cette voie seul, d'être les premiers à le faire, mais de se joindre aux autres et de refuser toute compromission idéologique. La route sera d'autant moins longue que nous serons nombreux à l'emprunter. Si nous sommes des milliers, voire des dizaines de milliers, à faire preuve de la même intransigeance en faveur de la vérité, alors, dit-il, notre civilisation sera bien vite méconnaissable. Voilà, je vous remercie énormément de votre écoute. Le sujet était moins conceptuel que celui des 2 vidéos précédentes, mais il n'en était pas moins sérieux, tout au contraire. J'espère l'avoir bien traité et avoir su exprimer le plus fidèlement possible la pensée d'Alexandre Solzhenitsyn. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo et à me faire parvenir vos remarques éventuelles, je les lis avec grande attention. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite également à lire les 2 textes que j'ai présentés aujourd'hui. Le déclin du courage est très facilement trouvable, il est souvent réédité. La dernière édition vient des Belles Lettres, il me semble. Et le second texte, Vivre sans mentir, a été réédité dans un ouvrage qui s'appelle Révolution et mensonge, avec 2 autres petits textes très intéressants qui sont consacrés à une comparaison des révolutions françaises et russes. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre écoute et je vous dis à très bientôt, j'espère.